Aux confins de l'Europe de l'Est, la Roumanie est sans doute le plus méconnu des pays latins. Des Carpates à la mer Noire, elle s'étend sur près de 240 000 km². Jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, c'est un pays de cocagne, une terre d'immigration pour de nombreux Européens qui viennent y cultiver des terres fertiles. Après 45 ans d'un régime communiste parmi les plus durs de la planète, la tendance est inversée. On compte aujourd'hui 3,5 millions d'habitants de moins qu'après la révolution de 1989. La Roumanie reste une terre profondément agricole. Les cultures vivrières nourrissent la moitié de ses 20 millions d'habitants. Frappé de plein fouet par la crise économique, ce pays, où le salaire moyen atteint à peine 140 €, se tourne de plus en plus vers l'Europe. Entrée au sein de l'Union, elle perçoit désormais des fonds structurels pour se moderniser. La Roumanie, c'est aussi une terre de mythes et de légendes, comme celle de Dracula, un seigneur de guerre sanguinaire de Transylvanie, qui inspira à Bram Stoker son personnage de vampire, suceur de sang. Aujourd'hui, les Roumains ont bien moins à craindre des croyances anciennes que des catastrophes naturelles qui s'abattent régulièrement sur le pays. Au nord-est de Bucarest, ce sont les affluents du Danube qui menacent. Les digues, construites par l'homme il y a 40 ans, sont parfois inefficaces face à des crues de plus en plus spectaculaires. J'ai 80 ans. J'ai travaillé toute ma vie pour ça. Où est ma maison? Où est ma maison? À l'est du pays, la côte de la mer Noire s'érode peu à peu. Depuis les années 60, la plage recule d'1 mètre par an. Un défi pour la région la plus touristique du pays. Regardez, c'est très parlant. Je touche à peine et ça s'écroule. À Bucarest, c'est la crainte d'un séisme de grande ampleur qui fait trembler les Roumains. Située non loin de la faille, la capitale semble bien un peu préparée à y faire face. Un immeuble de cet âge et de cette structure n'aura aucune chance de résister. Face à ces fléaux, la Roumanie a peu de moyens pour limiter leur impact. 7 ans après son adhésion à l'Union européenne, elle doit trouver d'autres ressources pour se préparer aux catastrophes à venir. À 200 km à l'est de Bucarest, la Roumanie offre un visage moins connu que sa capitale, ou les Carpates. C'est la côte de la mer Noire. Une côte de près de 250 km qui s'étend du delta du Danube, au nord, à la frontière bulgare au sud. De part et d'autre de Constanța s'étendent des kilomètres de plages touristiques. 400 hôtels environ peuvent y accueillir 250 000 vacanciers. On y vient de tout le pays, mais aussi de l'étranger. C'est la Riviera roumaine. Mais depuis les années 60 et l'aménagement du littoral, le paysage s'est profondément modifié. Lentement, les plages reculent. Adrian Stanisa connaît bien ce phénomène. Géologue de formation, il constate, année après année, l'avancée inexorable de la mer. Comme vous pouvez le voir, la falaise s'est complètement effondrée. Ici, vous voyez le cap Tuzla avec son phare. Il a été construit il y a une centaine d'années. Et aujourd'hui, il est au bord de la falaise. Il va très certainement finir dans l'eau. C'est un bon repère pour se rendre compte de l'érosion de la falaise. Actuellement, nous survolons Eforie, une station balnéaire très à la mode il y a 50 ans. Mais aujourd'hui, le nombre de touristes qui viennent ici a considérablement chuté en raison de la quasi-disparition des plages.
Pour le géologue, cette forte érosion côtière a plusieurs explications. Il y a deux signes principaux du changement climatique ici. Le premier concerne la hausse sensible du niveau de la mer qui pourrait atteindre 1 mètre d'ici 100 ans, dans le pire des scénarios. Mais le second problème, qui est extrêmement important, c'est l'intensification des tempêtes. On prévoit une augmentation du nombre de tempêtes très puissantes et cela va affecter sérieusement la côte et accélérer l'érosion. Chaque hiver, les fortes tempêtes se succèdent. Les digues, censées protéger la côte, mais mal entretenues, ne peuvent rien pour retenir les flots déchaînés. En l'espace de 50 ans, une surface de plage équivalent à 2200 terrains de football a disparu. Un peu plus loin, ces blockhaus de la Seconde Guerre mondiale témoignent de l'avancée de la mer. Ils étaient à l'origine sur la falaise. Pour bien nous faire comprendre la fragilité de la côte, Adrian Stanitsa nous emmène au pied de ces falaises. Regardez, c'est très parlant. Je touche à peine et ça s'écroule. C'est ce qui se passe à grande échelle. Et croyez-moi, je ne m'amuserai pas à faire ça davantage parce que tout pourrait s'écrouler ici. Regardez là-haut. Vous voyez sortir les tuyaux d'évacuation et les fondations d'une ancienne maison. Les plagistes tentent bien de ralentir l'avancée de la mer pour préserver cette baie tranquille aux eaux claires. Mais leurs moyens sont dérisoires. Un hôtelier nous confie son dépit. Il préfère garder l'anonymat. Oui, on a mis ça pour se protéger. C'est tout ce que nous pouvons faire. À mon avis, cette digue va céder d'ici 2 ans, et alors nous ne pourrons rien faire. Tout ce qui a été investi, l'oasis que nous avons voulu faire pour nos clients, tout risque de disparaître. Partout le long du littoral, des bâtiments qui étaient autrefois éloignés des côtes sont désormais menacés par les vagues. Pour l'expert, les changements climatiques ne sont pas les seuls responsables. Les immenses digues qui protègent le port de Constanța, le 4e plus grand port d'Europe, ont aussi leur part de responsabilité. Les sédiments qui, à l'origine, venaient du nord, se sont retrouvés bloqués de l'autre côté de la jetée, puisqu'ils allaient dans cette direction. Il y a eu une redistribution des courants marins le long de la côte qui a considérablement augmenté le phénomène d'érosion. Pour Adrian Stanitsa, l'homme doit d'abord réparer ses erreurs. Seul un vaste plan de réaménagement des digues pourrait avoir un effet positif. À l'approche de la saison touristique, les plagistes se préparent. Ils doivent souvent reconstruire ce que la mer a détruit pendant l'hiver. 8 millions de touristes se rendent chaque année sur la côte roumaine. Mais les rares habitués que nous avons rencontrés ne cachent pas leur amertume face à cette côte en déliquescence. Regardez tout ce qu'a fait Ceausescu. Toutes ces digues, elles sont délaissées. Tous ces hôtels, en 10-15 ans, ils seront engloutis par la mer. Ce n'est pas possible. Non, moi je ne reviendrai pas dans cette saleté. Pour préserver le tourisme, qui représente à lui seul près de 5% du PIB, l'État roumain a décidé d'agir. Mamaia, la plus longue plage du littoral roumain, concentre près de la moitié des hôtels de la côte. Depuis les années 60, elle a perdu 65% de sa superficie.
Nous allons réhabiliter les 2 structures existantes que vous voyez, parallèles à la rive. À environ 1 km d'ici sera réalisée une digue transversale, en épi d'une longueur de 200 mètres. Cela va former une cuvette semi-fermée que nous allons ensabler artificiellement avec des sédiments, de manière à ce que la largeur de la plage soit ramenée à environ 100 mètres. De cette façon, le littoral sera protégé des tempêtes d'hiver. Si nous n'intervenons pas ici, d'ici 50 ans, la première rangée de bâtiments que vous voyez là sera détruite. En première ligne, il y a cet hôtel qui a pratiquement les pieds dans l'eau toute l'année. Il appartient à Georges Apostol. Il profite de la présence des 2 hommes pour les interpeller, car cette réhabilitation, il l'attend de pied ferme. Il y a 15 ans, cette plateforme s'écroulait. Et l'eau avançait, elle montait jusqu'ici. On voit encore les traces quand l'eau monte en hiver. Vous avez relevé les fondations car elles étaient instables? Oui, elle était dans la mer. Vous avez fait des investissements majeurs pour consolider les fondations. J'ai fait une infiltration sous le bâtiment avec mon argent, car je n'avais pas le choix. Et personne ne s'est impliqué jusque-là dans le projet. Nous espérons que, dorénavant... Nous, les Roumaines, nous nous sommes impliqués. Il y a 10 ans? Il y a 10 ans, nous avons surveillé les niveaux, nous avons fait des études, et après tous ces efforts, nous sommes arrivés à la phase d'accès à des fonds européens pour réaliser cet investissement. Le projet, financé en grande partie par des fonds européens, coûtera 170 millions d'euros. Moi, j'espère qu'en 2015, quand mes clients viendront ici, je pourrai installer des chaises longues et des parasols, et qu'il y aura une réelle affluence de touristes dans cette région. C'était mon but quand j'ai investi ici. Pour l'ancien ministre du Tourisme, Dan Agaton, il y a encore un espoir d'inverser la tendance. Ce n'est qu'un début. Ce qui manque encore, et qui a manqué pendant mes mandats de ministre, c'est une concertation globale sur l'érosion de la côte de la mer Noire. Il nous manque un programme national. Un programme national sur une durée de 10 ans qui aurait comme objectif que dans les années 2020-2025, la plage redevienne telle qu'elle était jadis, dans les années 70. Ces investissements auront-ils un effet durable? Derrière la création de nouvelles digues se cache la question de leur entretien. Il suffit de survoler la côte pour se rendre compte que de nombreux aménagements délaissés ont parfois aggravé les effets de l'érosion. Il n'y a pas que sur le littoral roumain que l'eau représente une menace. À 300 km au nord-est de Bucarest se trouve l'une des zones les plus sensibles au risque de crue. Le bassin du Siret inférieur, la plus grande rivière de Roumanie. Nous sommes à Vadu-Roșca. Ce village comptait autrefois 1300 habitants. Mais aujourd'hui, Vadu-Roșca a pris des airs de village fantôme. Il ne reste qu'un habitant sur 5. La responsable, c'est la rivière Siret qui borde le village. Liliana Zaharia enseigne la géographie à l'université de Bucarest. Depuis 2005, elle s'est rendue ici à de nombreuses reprises pour comprendre le phénomène qui a conduit à cette crue exceptionnelle. Vous pouvez voir ici sur le mur les traces laissées par l'eau il y a 9 ans. Ce sont des témoins clairs de l'inondation de 2005. Juillet 2005, une crue sans précédent inonde le village de Vadu-Roșca. Les habitants sont pris au piège. 7 personnes perdent la vie. 400 maisons sont détruites.
La plupart de ces maisons en torchis n'ont pas résisté aux flots destructeurs. Liliana nous emmène ici à l'épicerie pour rencontrer des sinistrés qui ont décidé de rester, comme Valerica Radu. Bonjour. L'eau est montée jusque-là, l'horloge était sous l'eau. C'est impressionnant. Depuis tout ce temps, vous avez laissé cette horloge. À 8h moins le quart, elle s'est arrêtée. On voit marquer la date du 13 juillet 2005. Comment vous préparez-vous aux inondations? On ne se prépare pas, c'est Dieu qui décide, c'est la volonté de Dieu. C'est comme ça. On a un étage, on monte à l'étage. Valerica tient à nous montrer les images filmées par les télévisions à l'époque. Les habitants se réfugient dans les rares maisons disposant d'un étage, comme à l'épicerie de la famille Radu. Ça me donne la chair de poule de revoir ces images. Tout était cassé. On ne savait pas où aller. Lenuta Radu, la mère de Valerica, n'avait jamais connu une telle crue. Quand j'étais petite, je nageais dans le Sirette. Non, je n'avais pas peur. J'ai jamais eu peur. Il montait jusqu'aux genoux, jusqu'à la ceinture, mais jamais comme ça en haut de la maison. Maintenant, j'ai peur. J'ai peur parce qu'il m'a tout pris. Mais heureusement, il n'a pas enlevé la maison. Depuis cette crue exceptionnelle, Valerica a pris ses dispositions. Ah, c'est ça, la voilà. Voilà, on a cette barque depuis 5 ans. Vous vous en êtes déjà servi pour échapper aux inondations? Non, pas encore. En cas de besoin, vous l'avez. Et oui, voilà. Si la famille Radu est restée, la plupart des habitants ont décidé de partir pour une zone plus sûre. Elle se trouve à 4 km seulement dans le village de Vulturu. Ce quartier est sorti de terre quelques mois après les inondations. 200 maisons construites, telle une arche de Noé pour reloger les sinistrés après le déluge. Un projet de 4 millions d'euros, 20 000 euros par maison, financé par un milliardaire roumain, un peu fantasque, George Becali. On le voit ici lors de l'inauguration de la nouvelle église du quartier. Forte personnalité, ce chrétien orthodoxe convaincu se dit guidé par Dieu et se rêve en Saint-Georges, terrassant le dragon. Une représentation de la foi chrétienne, triomphant sur le mal. Becali est aujourd'hui en prison pour une affaire de corruption. Mais à Vulturu, il est toujours vénéré comme le Messie. Bonjour. Bonjour. Vous êtes venu ici de Vaduroșca? Oui. Vous faites partie des sinistrés d'il y a 9 ans? Oui. Vous avez toutes les commodités ici? Eau courante, électricité? Oui, on a tout. Il nous a tout donné, Becali, et maintenant, il est en prison. Oui, ici, l'eau ne vient pas. Là-bas, on avait toujours peur. Chaque fois qu'il pleuvait, on avait peur que l'eau du Sirette vienne. Et ici, on n'a plus peur. Preuve que les habitants s'y sentent bien, 9 ans après leur construction, la plupart des maisons sont aujourd'hui agrandies et embellies. Petite visite guidée dans l'une d'entre elles. Ici, c'est la salle de bain, et là, il y a les chambres. 2 chambres. 2 chambres, une entrée, une cuisine. Ces pièces ont été construites Par Becali, le milliardaire. Et ces autres chambres, c'est nous qui les avons construites. La maison était finie quand? 3 mois après le début des travaux? Oui, on a eu les clés au bout de 3 mois. Merci beaucoup. Au revoir. À Vulturu, aucun des habitants que nous avons rencontrés ne songe à retourner dans son ancienne maison.
Les inondations de 2005 à Vadou-Roska ont d'autant plus surpris la population que le village était censé être protégé par des digues, comme celle-ci. Les digues qui ont été construites après 1970, y compris celles où nous nous trouvons, ont assuré leur rôle de protection et ont bien fonctionné jusqu'en 2005. On peut dire qu'elles sont efficaces en cas d'inondation et de crues de petite et moyenne ampleur. Mais dans un cas exceptionnel, comme en 2005, qui pourrait se produire à nouveau, les choses deviennent impossibles à contrôler. Grâce au travail mené par Liliana, il est possible de comprendre ce qui s'est passé ce 13 juillet 2005 à Vadou-Roska. Suite à des pluies exceptionnelles, le Siret et l'un de ses affluents, la Putna, entrent en crue. Les digues qui entourent les habitations sont rapidement submergées par le nord et par l'est. L'eau inonde alors le village ici en rouge et se retrouve piégée par la digue. Cette cuvette artificielle en forme de fer à cheval se remplit brutalement. L'eau par endroits atteint 4 mètres de haut. Un peu plus loin sur la digue sud, Liliana rencontre un habitant de Vadou-Roska. Ce jour de juillet 2005, il était là, sur la digue, et il décide de tenter l'impossible. J'ai commencé à creuser ici avec la pelle. Et quand je suis arrivé là, j'ai rompu le dernier morceau de terre avec un dernier coup de pelle. L'eau a commencé à couler à toute vitesse. Et moi, je l'aidais à s'écouler par toutes les failles. Et elle a fini par briser toute la digue. Après quelques heures, la digue cède. Le village est libéré des flots, mais le mal est fait. Je me disais que pour sauver le village, le seul moyen, c'était de faire une brèche dans la digue pour que l'eau puisse s'évacuer de ce fer à cheval. Autrement, il n'y avait aucune chance de sauver le village. Malgré le risque d'inondation, cet habitant ne souhaite pas quitter le village où il est né. Pour Liliana, il faut absolument restaurer le réseau de digues. Construites il y a 40 ans, elles ont peu à peu perdu de leur efficacité, faute d'entretien. En Roumanie, on compte 900 km de digues. L'entreprise s'avère donc longue et coûteuse. Mais le travail a déjà commencé. Certaines portions ont été rehaussées. Nicolas Berendean appartient à l'agence des eaux roumaines. Il est en charge de ces travaux. Les anciennes digues étaient à cette hauteur. On les a surélevées de 2 mètres, 2,20 mètres sur toute la longueur. On a commencé à surélever les digues le long du Siret. On va continuer le long de la Putna et à Vadou-Roska. Et pour cela, nous prenons en compte le risque 1%. La probabilité de 1%, c'est le risque qu'une fois tous les 100 ans, la hauteur de la digue soit dépassée et que l'inondation des zones riveraines se produise. Mais ces digues sont-elles la seule réponse au risque des crues? Nous sommes allés poser la question à la ministre des Eaux et Forêts. Lorsque nous arrivons, Adriana Doi-Napana est en pleine cellule de crise. Des crues historiques en Serbie menacent son pays. C'est une sorte d'état d'alerte sur l'ensemble du cours du Danube, depuis la frontière serbe jusqu'à la mer Noire, et qui concerne les digues. Pour la ministre, les digues se révèlent de moins en moins efficaces face à ces crues exceptionnelles. L'endiguement seul n'est pas une solution. Nous dépendons du temps, de la météo, des changements climatiques. Même si nous endiguons le pays entier, nous ne sommes pas certains qu'en réalité nous réussirons à maîtriser la situation et à éliminer les inondations. Et pour nous, la priorité, c'est qu'il n'y ait pas de perte de vie humaine et que les dommages soient minimaux. Faute de mieux, l'État roumain finance pour l'instant le renforcement de ces digues. L'Union européenne a compris que pour qu'on puisse s'aligner sur la directive 60 de 2007 concernant les inondations, il fallait réaliser des travaux. Et donc ce projet a été accepté et financé, avec bien entendu un cofinancement par l'État roumain. Depuis 2005, la Roumanie a obtenu à 5 reprises de l'argent du Fonds de solidarité européen, presque toujours à la suite d'inondations. 110 millions d'euros au total
pour financer des travaux d'urgence. Pour la représentante de l'Union européenne en Roumanie, le pays doit aussi compter sur lui-même. Il est très important de le rappeler. Il serait illusoire que les fonds européens et le partenariat entre la Commission européenne et le gouvernement roumain indiquant les priorités puissent se substituer à un plan national de réforme et de développement économique. Parce que l'Europe peut faire beaucoup, mais pas tout. Le message est clair, la Roumanie doit financer ses propres projets. Le long du Danube, à Islaz, la WWF a financé la restauration d'une zone humide. C'est Christian Tetelea qui a supervisé les travaux. L'un des objectifs de la restauration du lac de Gera-Iului a été de maintenir le niveau constant de l'eau pour diverses espèces d'oiseaux, comme le canard à tête rouge. Un lac marécageux qui pourrait avoir un rôle de zone tampon en cas de crue. C'est un modèle pour convaincre les autorités de restaurer des zones plus grandes pour avoir un plus grand impact sur la réduction du risque d'inondation, avec des lacs qui puissent retenir encore plus d'eau que celui-ci. Cela pourrait se faire dans des zones qui sont pour l'heure des terrains agricoles. Le long du Danube, l'agriculture a peu à peu envahi les rives, asséchant ce qui constituait de larges zones inondables. Celles-ci permettaient de réguler le débit du fleuve. Revenir en arrière, pas facile. Pour créer un projet, il faut affronter les intérêts locaux, proposer des dédommagements, imposer des expropriations. On doit avoir l'accord de toutes les parties et au final obtenir une décision politique pour que la réhabilitation écologique ait lieu. C'est une vraie décision politique d'allouer ces fonds aux mesures non structurelles. Et elle manque toujours aujourd'hui. Changer les mentalités prendra du temps. Il faudra pourtant en passer par là pour mettre les populations à l'abri. Bien loin du Danube, c'est une toute autre menace qui pèse sur la capitale. Bucarest, la ville de la joie, comme l'ont surnommé certains écrivains roumains. Ces 2 millions d'habitants sillonnent aujourd'hui une ville à l'architecture hétéroclite. Aux côtés d'imposants immeubles de l'époque communiste, se mêlent des bâtiments art déco, des palais néo-baroques du 19e siècle, mais aussi des immeubles de style haussmannien. Une influence française telle que durant les années 30, la ville est surnommée le Petit Paris de l'Est. Mais l'attraction principale de la ville n'a rien à voir avec le style haussmannien, c'est le palais de Ceausescu. Du haut de ses 96 mètres, il domine la ville. Admiré autant que détesté, il est à la fois le symbole des années de plomb et une prouesse technologique. Le dictateur Nicolae Ceausescu pose la première pierre en 1984. 5 ans plus tard, quand éclate la Révolution, le bâtiment est quasiment achevé. Constantin Brânzoi est ingénieur en structure. Il se souvient des travaux pharaoniques de l'époque. Ici, c'était une colline qui a été entièrement creusée. On a construit les sous-sols et ensuite la superstructure. On peut voir la décoration somptueuse en marbre. Cette construction hors norme est le 2e bâtiment le plus imposant au monde après le Pentagone américain. Constantin Brânzoi nous accompagne au cœur de l'imposant édifice, un décor surréaliste fait d'une succession d'immenses salons. 350 000 mètres carrés de pierres et de marbre, sur 12 niveaux et 8 sous-sols. L'ancienne maison du peuple, le bâtiment le plus lourd de la planète, abrite aujourd'hui le Parlement. Si nous nous rendons ici, c'est qu'il a été construit selon des règles bien précises. Il n'est pas constitué d'un seul bloc,
Les nombreux touristes qui visitent ce temple de la mégalomanie passent régulièrement d'une pièce à l'autre sans faire attention à un petit détail sous leurs pieds. La fissure, c'est ici. Ici, on peut observer l'espace entre deux tronçons. C'est un espace pour la dilatation sismique. La surface du bâtiment est très grande et la variété des formes a obligé les architectes et les ingénieurs en structure à diviser cette construction en plusieurs tronçons afin qu'en fonction des déplacements latéraux qui se produisent lors des sollicitations sismiques, il y a un espace suffisant pour que ces deux éléments de structure ne se touchent pas. À la jonction, les décorations s'abîment en raison des mouvements des deux blocs. Si Ceausescu impose des normes antisismiques draconiennes pour son palais, c'est qu'il a en tête le terrible séisme qui a secoué la capitale en 1977. Ce 4 mars, un séisme de 7,2 sur l'échelle de Richter fait trembler la capitale roumaine. Près de 1600 personnes perdent la vie. Les dégâts sont considérables. 32 000 maisons et bâtiments sont rayés de la carte. Un traumatisme pour le pays. Certains immeubles résistent à cette terrible secousse. Comme cet hôtel. Achevé en 1970, ce bâtiment ultramoderne pour l'époque respecte déjà des normes sismiques avancées. Mais de nombreux immeubles de la capitale sont fragilisés suite au tremblement de terre, alors que le chantier du palais de Ceausescu engloutit 40% des ressources de l'État roumain. Ces immeubles sont délaissés. Ils auraient pourtant dû être consolidés. D'après la mairie, il y aurait aujourd'hui 1 millier d'immeubles à risque à Bucarest, dont près de 200 classés en risque 1, le plus important. Ces immeubles sont marqués d'un rond rouge. Il indique qu'ils ne résisteraient pas à un nouveau séisme de magnitude 7. Nicu Zurdan, de l'association Sauver Bucarest, se bat pour que ce patrimoine soit préservé et consolidé. Cet immeuble est dans la même catégorie que beaucoup d'autres bâtiments de la même époque. Ce sont de hauts immeubles et ils sont très vulnérables aux risques sismiques que nous connaissons ici à Bucarest. Ce problème a été corrigé seulement pour les immeubles construits après le tremblement de terre de 1940. Des bâtiments classés en risque 1, construits entre 1860 et 1940, sont disséminés dans le centre-ville. Certains panneaux ne se voient pas au premier coup d'œil. D'autres, en revanche, sont en plein cœur de la ville. Comme pour ce cinéma situé sur l'un des principaux axes de la capitale. Voilà, ici c'est l'un des bâtiments modernistes les plus connus de Bucarest. Il est en grand péril de s'effondrer à un tremblement de terre. Et dans la salle de cinéma, il y a autour de 200 places qui sont en danger à ce moment-là. Il est sur la liste qui dit qu'il est classe 1 risque séismique, mais à ma connaissance, tous les processus pour la consolidation n'a pas commencé. Nicu Zor nous emmène rencontrer un habitant de l'un de ces immeubles à risque. Il vit en permanence dans la peur de l'effondrement. Surprise, ici, aucun rond rouge n'est visible. Ici, là, tu vois, à gauche du numéro, il y avait un rond rouge. Les propriétaires qui voulaient vendre ou louer les appartements n'avaient pas intérêt à avoir ces ronds rouges. Les acheteurs ou les locataires n'auraient pas voulu de ces appartements s'ils les avaient vus. Il a été retiré en toute illégalité, mais pas besoin de panneaux rouges pour se rendre compte de l'extrême délabrement de cet édifice construit en 1938. Regardez,
Regardez ce qui se passe ici. Le mur se désagrège. Regardez. Rien qu'avec les doigts, j'enlève les matériaux entre les briques. Depuis 1977, on a eu beaucoup d'autres tremblements de terre qui ont tous laissé leurs traces, mais aucun n'a eu la même intensité. S'il se passe la même chose, et ce n'est pas seulement mon opinion, mais aussi celle des spécialistes, un immeuble de cet âge et de cette structure n'aura aucune chance de résister. Peut-être que si un immeuble comme celui-ci tombe, il y aura des dégâts et des victimes. Et peut-être que ça va les réveiller. Ce scénario, le propriétaire espère bien l'éviter. Il vit dans cet appartement depuis une quarantaine d'années. À l'intérieur, les apparences peuvent être trompeuses. Ici, il n'y a rien de très parlant parce qu'on a essayé à chaque fois de couvrir les dégâts. On a refait la peinture des murs. On a essayé d'entretenir cet appartement autant que possible. Mais il y a des endroits, par exemple ici, où il y a une fissure qui est apparue. Ce que je vous ai montré à l'intérieur de la chambre, vous le retrouvez ici. Voici la même fissure à l'extérieur. Ça veut dire que ce coin n'est plus solidaire du reste de l'immeuble. Je regarde en permanence cette structure et je peux constater que l'écart s'accentue. À tous les étages de l'immeuble, des signes de grande fragilité sont visibles. Ça, c'est la terrasse de l'immeuble. Comme vous voyez, elle est en très mauvais état. Je trouve qu'il y a un grand risque que cette partie peut tomber, même sans séisme. Surtout la cheminée de la chaudière. Christina, sa femme, vit elle aussi dans la peur permanente d'une nouvelle secousse. Pour la détecter, elle a un repère dans sa cuisine. Quand il y a un camion ou un tram qui passe dans notre rue, on sent les secousses dans l'immeuble. Mais quand c'est un tremblement de terre, il y a un signe qui ne trompe pas. On regarde là-haut et si la lampe bouge, alors on sait que c'en est un. Une vie suspendue au soubresaut de la terre. Combien d'habitants comme eux vivent dans la crainte? Selon Nicu Zordan de l'association Sauver Bucarest, l'opacité règne sur le nombre réel d'immeubles menacés. On n'a pas réussi au niveau de l'administration à vérifier tous les immeubles par rapport au risque sismique. Probablement que la liste sera plus longue, beaucoup plus longue. Pour lui, il faut consolider ces immeubles à risque et la mairie doit obliger les propriétaires à le faire. C'est le combat de son association. Depuis l'an 2000, seulement 37 bâtiments ont été renforcés. Les propriétaires ne font pas du tout confiance à la mairie car ils ont entendu parler de mauvaises expériences qui sont arrivées à d'autres propriétaires. Ils savent que si la mairie dit que les travaux vont durer une année, ils peuvent durer jusqu'à 10 ans. Lorsque nous avons voulu poser la question au maire de Bucarest, il nous a envoyés vers le chef de la direction de l'architecture de la ville. George Patrescu décline toute responsabilité et rappelle la législation roumaine. Le grand problème qui se pose en Roumanie est celui de la propriété privée. 97% des habitations sont des propriétés privées. C'est une situation qui n'existe pratiquement dans aucun autre pays européen. C'est une chose de pouvoir intervenir sur des immeubles sociaux qui sont la propriété des autorités locales ou de l'État. C'en est une autre dans le cas de la propriété privée. Or, la loi roumaine prévoit très clairement que c'est le propriétaire qui est responsable de l'entretien et de la sécurité de son immeuble. Il est responsable devant la loi. Ce dont la mairie est responsable, c'est de l'espace public et des propriétés appartenant à l'État ou à la mairie. De mon point de vue, même si je risque de ne pas plaire, je pense qu'il serait convenable de procéder à une expropriation d'utilité publique en Roumanie. Mais cela a des résonances très communistes. S'il y a d'autres questions, Durant la période communiste, la propriété privée n'existait pratiquement pas en Roumanie. L'entretien des immeubles était pris en charge par l'État.
20 ans plus tard, la situation s'est totalement inversée. Quelques propriétaires ont décidé d'agir, mais ils sont bloqués par la copropriété. Dans l'immeuble de ce couple, 5 propriétaires sur 15 se sont opposés aux travaux qu'ils jugent trop coûteux. Près de 500 000 € au total pour tout l'immeuble. À la date où on a fait les évaluations pour notre appartement de 120 mètres carrés, le coût estimé de la consolidation était de 57 000 €. À titre de comparaison, leur appartement est aujourd'hui estimé à 40 000 €. Ils sont aujourd'hui dans l'impasse, car malgré le risque, ils ne souhaitent pas quitter leur domicile. On vit avec la peur ici. On pense très sérieusement à une autre alternative. Chaque jour, ou presque, on discute de ces alternatives. Mais malheureusement, l'appartement ne peut être ni vendu, ni loué, parce que ce serait un acte d'inconscience de notre part. Parce qu'on ne veut pas être aussi mauvais que les autres, ceux qui louent, en n'assumant aucun risque personnel, mais en laissant le risque aux gens qui ont loué. Chaque soir, on prie Dieu qu'il nous épargne un malheur pour notre famille et surtout pour notre fille qui est au commencement de sa vie. Elle mérite un sort meilleur, une maison plus saine, plus solide. Il y a un risque assumé. On espère juste qu'on ne sera pas à la maison quand ça va se passer. Nous n'avons pas d'autre solution. Si aucun séisme majeur ne s'est produit à Bucarest depuis 1977, la terre tremble pourtant régulièrement. Ces soubresauts sont analysés en temps réel à l'Institut de sismologie, un institut flambant neuf, financé avec l'aide de l'Europe et des États-Unis. Les vieux sismographes tournent encore, mais les données sont désormais entièrement informatisées. Elles sont mises en ligne et accessibles à tous. Ici, on est connecté au système d'information national et à toutes les télévisions. Comme cela, la population peut recevoir des données sur l'heure, la région, la magnitude, la profondeur et aussi le type de tremblement de terre. La population a accès à toutes ces données. Grâce à elles, tous les médias de Roumanie sont informés. Parce que les médias sont toujours très curieux de savoir quand aura lieu le prochain tremblement de terre. En Roumanie, la terre tremble 500 fois par an en moyenne, comme ce matin-là. Le dernier tremblement de terre a eu lieu ici, à Vrancea, quelque part par ici. Il avait une magnitude de 3, quelque chose comme ça. C'est sans importance. Les séismes qui menacent Bucarest proviennent tous de la même zone, la région de Vrancea. Elle est située à 250 km de la capitale. C'est là que se situe la faille sismique. Si les scientifiques ne peuvent toujours pas prévoir les tremblements de terre, ils savent que l'onde sismique met 30 secondes avant d'atteindre la capitale. Ils ont donc pu mettre en place un système d'alerte. Au moment où le séisme intervient à Vrancea, si la magnitude est plus forte que 7 sur l'échelle de Richter, le système entre automatiquement en fonction et l'alerte est transmise instantanément aux autorités locales et à celles de l'État. Si l'État roumain a investi dans un tel dispositif d'alerte, c'est que 30 secondes peuvent s'avérer cruciales pour évacuer un bâtiment, organiser les secours et sauver des vies. En 1977, le séisme avait fait plus de 1600 morts et 11 000 blessés. Mais qu'en serait-il aujourd'hui? D'après l'Institut national roumain des constructions, une secousse équivalente ferait aujourd'hui au moins 6 500 morts. À intervenir en cas de séisme de grande ampleur,
C'est justement ce à quoi se préparent les équipes d'intervention roumaines. Pour s'en rendre compte, il faut aller à Târgu Mureș, en Transylvanie, de l'autre côté des Carpates. Ici, l'État roumain, avec l'aide de l'Union européenne, a investi massivement pour créer un centre de référence en matière de situation d'urgence. Après 6 ans passés comme secrétaire d'État à la santé, Raed Arafat, un médecin d'origine palestinienne, est aujourd'hui au ministère de l'Intérieur. C'est un des plus modernes services qu'on a maintenant en Roumanie. Ici, c'est... Bonjour. C'est la zone de pédiatrie où on a... Restez assis, restez assis. Mais cette personnalité, reconnue et admirée pour son action de terrain en Roumanie, ne se trouve jamais bien loin des services d'urgence. Moi, je suis lié encore au terrain. Je ne laisse pas le terrain. Je ne suis pas un secrétaire d'État habituel. Je suis plutôt technique et je ne coupe pas la relation avec le terrain. Il faut voir qu'est-ce qui se passe. Il y a des fois que je fais la garde encore sur l'hélicoptère parce qu'il faut voir qu'est-ce qui se passe. En 1990, cet homme de terrain fonde le SMURD, le service mobile d'urgence de Roumanie. Il n'a eu de cesse depuis d'améliorer le travail des équipes d'intervention. On vient même de l'étranger s'inspirer de son travail. Ce jour-là, une délégation de Moldavie est venue voir son dernier investissement, un équipement de simulation. Elle assiste en direct à un exercice. Il est 10 h du matin. L'alerte est lancée. Un séisme de magnitude 7 vient de frapper une ville moldave. Pompiers, médecins, ambulanciers doivent réagir au plus vite. Combien tu as de victimes? Moi, j'en rapporte 39. Bien reçu? Affirmatif, on commence l'acheminement. Dans un décor totalement virtuel, chaque sauveteur doit prendre rapidement les bonnes décisions pour sauver des vies. Rue par rue, quartier par quartier, ils évaluent les zones à risque et identifient les victimes à secourir en priorité. Ici, ils font le triage. Ils trient les cas. Et après, on va analyser ce qu'ils ont fait pour voir s'ils ont bien travaillé. Dans la pièce voisine se trouve le centre de commandement. Les échanges se font par radio, comme sur le terrain. Ici, on ne lésine pas sur les moyens virtuels pour s'approcher le plus près possible de la réalité, car le danger, lui, est bien réel. Ils voient d'en haut les 4 secteurs où on a des victimes. Ils voient ici quel véhicule envoyer. Et d'ici, la coordination surveille ce qu'il se passe aux endroits affectés. Ils peuvent faire la reconnaissance par hélicoptère. Secteur 3, la structure de résistance est affectée, on ne peut pas intervenir. Dans cette simulation virtuelle, les scénarios sont modifiables en temps réel. L'objectif est toujours le même, mettre à l'épreuve les secouristes pour optimiser leur intervention au cas où un séisme se produirait. Et bien sûr, ici, on peut créer plusieurs situations avec des fuites de gaz, avec le feu, alors vraiment ce qui se passe dans un tremblement de terre et plusieurs secteurs d'intervention. Des exercices sur le terrain n'ont lieu que 4 fois par an. Ici, dans cette salle, il s'en déroule plusieurs chaque semaine. L'objectif à terme est de former les équipes de l'ensemble du pays. On mobilise un pays, on ne mobilise pas une ville. C'est très important. S'il y a un désastre à Bucarest, c'est la Roumanie qui va intervenir, ce n'est pas Bucarest seulement qui va intervenir. C'est ça le concept de base ici. On forme les gens dans toute la Roumanie, chez les pompiers, le SMURD, l'ambulance. Il faut tout le monde qu'on parle la même langue. Et là où il y a besoin, on va mobiliser une partie des équipages d'intervention au pays vers Bucarest. Une fois la simulation terminée, c'est l'heure du bilan. Il me semble que le point fort, c'est la communication entre les pompiers et la partie médicale. Nous nous sommes très bien entendus et cela a aidé au bon déroulement des opérations. Les actions de chaque équipe sont décryptées par les responsables. Objectif, savoir si les hommes ont pris les bonnes décisions. Alors, on a identifié quelques problèmes.
Il ne faut plus attendre lorsque vous arrivez sur le lieu de l'intervention. Il faut tout de suite informer si la zone est sûre ou non. Pourquoi? Pour que les équipes médicales puissent venir faire leur boulot. N'attendez pas qu'on vous sollicite pour ça. On est mieux préparé qu'avant, mais on n'est pas encore suffisamment préparé pour le futur. Les scénarios peuvent être très graves et il faut qu'on dépense de l'argent sur la prévention. Parce que la prévention va quand même limiter le nombre de victimes. Et la prévention, ça veut dire les bâtiments qui sont au haut risque d'être consolidés ou même remplacés. Raed Arafat le concède. Ces équipes auront beau être les mieux entraînées possibles, elles ne pourront pas faire le miracle si Bucarest est victime d'un grand tremblement de terre. Avec ses maigres moyens, la Roumanie tente de limiter l'impact des risques naturels qui la menacent. Mais sans l'aide étrangère, elle ne peut rien faire. Aucun fléau n'épargne cette terre, longtemps martyrisée, qui, 25 ans après la fin du communisme, aspire plus que jamais à développer son économie.